Vous connaissez TikTok? Bien sûr. C'est un très beau métier d'être enseignant. Et si on en manque, c'est parce qu'on n'a pas su les maintenir socialement et les respecter socialement plus longtemps. Les instituteurs étaient plutôt des gens de gauche. Rendez-vous amoureux dans une cabine, c'était bien aussi. Bonjour Christian. Bonjour Marion. Vous allez bien? Je sais pas, on se serre la main. Oui, bien sûr. Bienvenue à Rouen, dans ma ville. Merci, c'est très sympa, il fait beau, je suis très contente. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit coup de soleil, c'est sympa. On s'est donc donné rendez-vous devant le musée de l'éducation. Oui. Vous m'avez dit qu'il y a plein de choses à voir. Oui, parce qu'on va beaucoup parler ensemble. En plus, vous avez vu des élèves aujourd'hui. J'ai vu des élèves. Vous avez de la chance, hein. C'est vrai que je suis allée voir avant avant le bonjour, je suis allée voir. Oui. Et parce que vous avez écrit un livre sur l'école, notamment. Vous parlez beaucoup de choses, mais notamment l'école, voilà, lever les ardoises. Et donc, j'avais envie de parler de l'enfance de l'école avec vous, parce que vous connaissez bien ce sujet. J'ai envie de savoir comment vous viviez à l'époque et comment... Mais je vais vous poser plein de questions, vous inquiétez pas. Bah écoutez, gamin, j'étais en rural, c'est-à-dire que j'étais dans un petit village de 400-500 habitants dans le pays de Bray. Donc pays de Bray, c'est vraiment les alentours de Rouen? Oui, c'est à 40 km de Rouen, c'est l'endroit où on fait le fromage de Neuchâtel. Bien sûr. Tout le monde le connaît. Bien sûr. C'est la grande spécialité. Et puis là, j'ai eu une vie scolaire avec des parents instituteurs dans ce village. Mon père était aussi secrétaire de mairie, généralement à cette époque-là. Ça va ensemble, les deux. Voilà, les gens étaient plutôt des agriculteurs, il n'y avait pas d'usine, c'était une vie rurale, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans le musée, qu'on aille voir et qu'on continue ensemble? Pas de problème. Quand vous arrivez dans votre famille, c'est quoi la constitution de votre famille? Vous avez vos parents? Oui, on n'était pas très nombreux. Je dis on était parce que j'avais simplement qu'une grande sœur. Je dis on était parce que oui, elle est partie malheureusement, mais bon, voilà, un couple. Oui, il y a quelque chose quand même un peu spécifique, et c'est que 44, on sort de la guerre. Oui, puisque vous avez 80 ans, on l'a pas dit, vous êtes né en décembre 44, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Et mes parents étaient tous les deux des gens qui habitaient en ville, disons des citadins. Et ce couple, il a décidé de se mettre un petit peu poser leur vie après la guerre, et donc ils ont décidé de devenir rural. Donc parce qu'ils habitaient où avant? Ruraux. Pardon? Ils habitaient où avant, vos parents? Rouen. Ah oui, Rouen, d'accord. Rouen, centre-ville. Mais alors, dans un petit village comme ça, tout le monde se connaît? Oui, absolument. Tout le monde se connaît? Absolument. Et il y a 3 ou 4 personnes très importantes dans un village. C'est qui? Il y avait à l'époque, il y avait le maire de la commune. Bien sûr. Il y avait le secrétaire de mairie, qui était également mon père. Il avait aussi beaucoup de contacts avec la population parce que on lui demandait aussi de faire les déclarations d'impôts. Ah. Donc il fallait vraiment aimer le secrétaire pour qu'on vienne le voir, pour lui dire « Monsieur Becquet, j'ai du mal à faire la déclaration », et ça, parce qu'il ouvrait ses comptes, il ouvrait, etc. Un personnage très important, alors. Oui. Alors, il y en avait un autre, c'était le curé. Bien sûr. Voilà. Avec l'église au milieu du village. Voilà, avec parfois des interférences avec le secrétaire de mairie. Pourquoi des interférences? Parce que généralement, à cette époque-là, mais je crois que c'est encore un peu vrai, les instituteurs étaient plutôt des gens de gauche, c'est pas péjoratif du tout, mais qui fréquentaient pas l'église. Voilà, c'était... Donc c'était... Voilà, donc il fallait qu'ils s'entendent quand même, parce que j'ai un souvenir comme ça. Parce que, juste pour rappeler, c'est votre papa qui était instituteur, et secrétaire de mairie. Oui. Et donc il fallait que ça matche bien entre le curé et l'instituteur. Voilà, mais sans s'aimer. Il fallait qu'on reste... Voilà, par exemple, et alors ça se passait bien, mais il y avait quand même une obédience, qui était laïque d'un côté et religieuse de l'autre. Donc voilà. Et par exemple, le curé, il avait besoin pour les enterrements d'avoir 1 ou 2 enfants de chœur.
à des horaires scolaires. Et donc, il fallait que l'instituteur, les contacts avec l'instituteur soient cordiaux, s'ils n'étaient pas plus, au moins cordiaux, pour que l'institut prête ces 2 gamins pour que la messe ait lieu. Voilà, c'est des petits détails d'avant, quoi, parce que... alors, il y avait un autre encore, qui était le facteur. Le facteur, il était important au village? Oui, parce qu'il n'était pas du village, proprement dit, il était de la petite ville à côté qui avait 2 fois plus d'habitants. Il était en tournée avec son vélo. Alors, il était important parce que c'est lui qu'on voyait absolument, que les personnes âgées qui étaient isolées voyaient au moins de temps en temps, ou une fois par jour. Donc, il était communicant, et comme il parlait beaucoup, il racontait tout ce qui se passait dans le village. C'est-à-dire qu'il jouait un peu l'informateur, etc. Et en plus, il était celui à qui on pouvait demander de rapporter des médicaments de la petite ville à côté. Ah, mais il n'était pas que postier, en fait. Il était journaliste. Oui, mais ça, c'était pour lui, c'était de la sympathie pour être bien avec les gens du village, quoi. C'est tout. Donc, il valait mieux aussi s'entendre avec le facteur, alors. Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, c'était du vélo, il était chargé. Donc, on lui payait ce qu'on appelle des petits coups à boire de temps en temps. Alors, je ne sais pas si en fin de journée, c'était... Si le vélo Oui, si le vélo n'oscillait pas. Voilà. Non, enfin, c'est la vie rurale. Et alors, vous, comme enfant, vous jouiez à quoi? Parce que la campagne, c'est libre. Oui. D'abord, ma principale activité, c'était de taper dans un ballon de football dans la cour de l'école. Il y avait des murs, les murs de l'école. Je tapais contre les murs, voilà. Et de temps en temps, j'ai cassé quelques carreaux. Alors que les instituteurs, c'est vos parents quand même. Hein. Oui, faut le rappeler. Oui, mais ils me demandaient de payer avec mes sous, m'interdire. Ah oui. Oui. Et puis, j'avais une autre activité, c'était le vélo. Le vélo qui me permettait de m'évader de la structure parentale. Je m'explique. J'allais en classe avec ma mère, dans un premier temps, cours élémentaire, préparatoire avec ma mère, et après avec mon père. Tout le cycle primaire, je les ai faits. Et quand vous avez vos parents qui sont enseignants, quand l'école se termine, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous sauver, de sortir, parce que sinon, si vous rentrez, on vous parle de devoirs. Alors, voilà. Donc, moi, à 4h30 ou 4h, je ne me souviens plus très bien, je sautais sur mon vélo et je raccompagnais mes copains, mes copines, chez eux, comme ça. Je prenais 1 heure de... C'était le moment de liberté. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'avoir 2 instituteurs à la maison, ça devait être un peu... c'était strict, non? Oui, bien sûr. C'est une vie de garçon dans un couple d'instituteurs, surtout rural, parce que je pense qu'il y a une très très grande différence il y avait encore plus, la fonction n'est pas la même. La fonction n'est pas la même. D'instituteur? Oui, rural et puis en ville. Parce que, par exemple, un autre souvenir, on faisait de la gymnastique 1 fois par semaine. Mon père, il mettait son short et puis il nous montrait comment fallait sauter, en ciseaux, etc. Il veut dire... Alors qu'en ville, ça m'étonnerait que les instituts, plus l'évolution de la société, parce que... Voilà. C'est une des explications pourquoi socialement, les enseignants... Alors qu'ils dominaient, je veux dire dominer, j'aime pas tellement ce mot-là, mais ils étaient intellectuellement super. Ils enseignaient, quoi. Ouais. Donc voilà. Et c'est pourquoi l'enseignant était important, respecté, et qu'en plus, il était en blouse, il avait une chemise avec une cravate. Il était il y avait l'uniforme de l'enseignant. Voilà. C'est l'école de Jules Ferry, alors que maintenant ils sont en jean. Voilà. On va en reparler de ça, mais juste pour bien comprendre le contexte familial, vous avez une sœur aussi. Oui. Donc, est-ce que vous entendiez bien avec elle? Vous jouiez? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. On avance un petit peu? Bien sûr. Elle avait 2 ans de plus que moi. Ouais. C'était ma grande sœur. Elle était chargée aussi
me surveillaient un petit peu parce qu'il paraît-il j'étais un peu rapide, quoi. Donc voilà. Comment ça, vous étiez rapide? Vous... De Mais bêtises? oui, même avec des parents enseignants, on peut essayer de dérober sur ce qu'ils disent. Hein. On peut contester aussi. Hein, Elle était plus sage, moins casse-cou? Oui, puis ben, bien sûr, une fille, ça joue plutôt à la poupée à la maison qu'un garçon. Moi, je vous l'ai dit, j'avais à cette époque, en tout cas. Oui. À cette époque, c'était Oui. très genré, les jeux? Oui, ben, il y a les jeux aussi entre les enfants. D'ailleurs, dans mon livre, il y a un chapitre spécifique sur les jeux de cette époque-là. C'était quoi vos jeux préférés? Ah ben moi, j'ai fait du football, mais on avait le jeu du béret, par exemple, enfin, qui nous permettait de montrer qu'on avait plutôt de la sympathie pour une copine blonde plutôt qu'une copine, parce que, voilà, donc c'est des petits C'est quoi jeux. le jeu du béret, pour expliquer? Il s'agit on fait un grand cercle où les enfants se mettent, et puis il y en a un qui se met à tourner autour, il a dans la main un béret, et il faut qu'il le dépose, qu'il choisisse, pas sa victime, mais où il doit mettre derrière, donc on ne le voit pas forcément très bien, puisque les gamins ils sont debout, et puis après, une fois qu'il découvre effectivement le béret, il faut qu'il parte en courant pour rattraper celui qui a mis le béret et lui taper dans le dos. Ouais, enfin, je voilà, vois. c'est le genre de... Je crois voilà. qu'on avait un jeu comme ça. Il y a la aussi. marelle aussi pour les filles. Bien sûr. Bon. Pourquoi pour les filles la marelle? C'était que pour les filles? Ah oui. Ah ben oui. Les garçons, ils jouent pas à la marelle? Non. Ah non, c'était... C'est pas assez... Non. L'école était mixte, mais quand même, les jeux de garçons et les jeux de filles, c'était pas tout à fait les mêmes. Maintenant, les filles jouent au football. À l'époque... Ça se faisait pas? Et dans votre livre, vous dites je suis bien née. Vous utilisez l'expression bien née. Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans une famille où le couple est encore en couple. Ouais. Mais il y avait des divorces quand même à cette époque? Oui, enfin c'était plutôt des séparations, c'était moins administratif que ça. Mais bon, les gens qui se séparent, les couples qui se séparent, ça a toujours existé, ça existera toujours. Hein. Ouais. Après, on s'est installé dans la région de Rouen. Parce que toutes les premières années de lycée, ma sœur et moi, on les a fait en internat. Ah oui. Donc là, c'est toute la semaine, vous dormiez à l'école? Voilà. Et moi, j'ai connu l'internat des années où c'était très dur. Très dur, c'est-à-dire? Très dur. Très strict? C'est-à-dire que les bleus, ils étaient bizutés très fortement. Et puis, si je peux vous citer des exemples, peut-être que ça sort du cadre, je ne sais pas. Ah non, avec plaisir. Dites-nous, c'est quoi le bizutage à l'époque? Le bizutage, c'est... Par exemple, on a une douche collective. Ouais. Vous rentrez dans une pièce énorme et vous avez des douches, des poignées, et vous tirez de l'eau. Eh bien ça, vous le faites quand vous avez 10 ans, à côté de vous, le voisin, il a peut-être 25 ans. Bon, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut être compliqué pour l'enfant. Hein. Surtout à l'adolescence. Voilà. Alors il y avait aussi un autre bizutage, mais alors ça c'était un peu difficile. C'était le bizutage alimentaire. Il y avait une table octogonale, hein, et puis il y avait toujours ce qu'on appelle un ou deux bleus. Bleu, c'est celui, la première année qui arrive. Bah oui. Hein, voilà. Et c'est le petit nouveau. Voilà, donc le plat principal nous était livré au milieu de la table. Les anciens, qui n'étaient qu'en 5e, hein, 4e, on n'était pas quand même mélangés au niveau de la table, on n'était pas mélangés. Ben, les anciens se servent, les deux bleus attendent que les anciens soient servis, et une fois que le plat est vide, ils courent chercher ce qu'on appelait le rab. Le rab. Le rab, ça veut dire que s'il n'y avait pas de rab ces jours-là, peut-être on nous en redonnait un petit peu, mais enfin, veut dire c'était marqué, quoi. Donc les bleus, ils mangeaient pas s'il n'y avait pas de rab? Ou pas beaucoup? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Vous avez connu le bizutage alors? Oui, très fort. Très fort? Très fort. Oui. Très fort. J'ai fait quelques mois d'armée, j'ai rien appris. Hein.
Ah ouais. Et je peux même vous raconter une histoire. On est là pour ça, hein. On est là pour ça, je vous écoute. Au bout d'un certain nombre de semaines, voire des mois, il y en avait un en 5e qui était... qui me bisutait un peu plus. Ouais. Et un jour, j'en ai eu assez... l'internat a été entouré d'un grand parc, très végétalisé, etc. C'était beau d'ailleurs. Eh bien, je l'ai attrapé dans un coin du parc, incognito, et puis je lui ai cassé la figure. Voilà. Et ça m'a rapporté, après, bien sûr, il a été se plaindre, il a été à l'infirmerie, il a joué le malheureux, et j'ai été puni. J'ai été consigné pendant 1 mois. Et lui, il n'a pas été puni pour le bizutage? Non, lui, c'est une victime. Moi, j'étais l'agresseur. Mais il faut s'imaginer ce que c'est qu'à 10 ans et demi, quand vous êtes privé de votre mère, de votre père, pendant 1 mois et demi, alors que finalement, vous avez réglé un compte, parce que c'est... Ah, mais ils vous ont privé de rentrer à la maison? Eh bien oui. Ah, c'était ça les punitions? Mais c'est ça la consigne. La consigne, c'est mettre un enfant au pied du mur, dos contre la vitre ou la face contre la vitre, et puis d'attendre ou la sortie. C'est ça la consigne. Ah ouais, là c'est cruel. Oui. Mais les parents, là, vos parents, ils peuvent rien dire, ils disent rien. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si on se plaint, ça redouble. Ah oui. Ça redouble. Donc, voilà, on subit. Si vous voulez, c'est vrai qu'on fonctionnait avec une valise, quoi, entre le domicile et puis le lycée. Vous partiez avec une valise que votre maman avait remplie, entre autres, de confitures, de barres de chocolat et tout, enfin, je veux dire, des friandises. En arrivant, les anciens vous disaient, ouvrez la valise et piquaient, se jetaient sur la valise et piquaient tout ce qu'il y avait, tout ce qui était sympa. Et enfin, je pourrais vous en raconter d'autres, mais enfin, je veux dire. C'était vraiment une époque où l'école avait, en tout cas les instituteurs, avaient le fin mot. Donc ni élèves ni parents pouvaient se plaindre de quoi que ce soit. Que ce soit juste ou pas, la punition a été... Oui, alors on peut aussi faire l'analogie avec ce qui existe dans notre société actuelle. C'est les parents à l'école, dans ces années 50-60, avaient une grande confiance dans l'enseignant. Ouais. Et quand l'enseignant, au bout d'un certain temps, il était, je pense que je raconte ça aussi dans le livre, il y avait sur un enfant qui était agité, qui embêtait tout le monde, y compris surtout l'instit qui avait du mal à faire sa classe. Il arrivait à l'instit de balancer comme ça un petit truc sur la joue. C'est pas une claque, c'est pas la grande claque, mais voilà. Bon, alors, dans notre société actuelle, aussitôt, ils vont à la police, ils portent plainte. Ah oui, ça n'existe plus. Alors que là, à l'époque, les parents venaient féliciter de l'instit. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On mettait l'enfant pour qu'il soit aussi élevé, éduqué certes, mais aussi élevé. Et ça, vous en pensez quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible. Mais oui, c'est impossible. Vous pensez quoi? Vous qui avez connu ça, et aujourd'hui ça n'existe plus, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui est juste? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est inimaginable. Je crois que le statut de l'enseignant n'est plus du tout le même. Avant, il dominait la société, je veux dire, il était écouté, regardé, admiré et envié sûrement. Et que maintenant, non, je ne conçois pas, mais je veux dire que de temps en temps, les nerfs lâchent un peu pour une petite claque. Vous en avez reçu, vous? Non, mais s'il fallait la donner, ils n'auraient pas hésité. Je n'ai pas eu de traitement de faveur. Oui, parce que en tant que maman institutrice, on pourrait dire que vous êtes le chouchou de la classe. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes le matin, il est 8h en train de déjeuner avec votre mère. À 8h30, elle ouvre une porte. Elle met sa blouse. Et c'est la classe qui est à côté. Hein.
Ah oui. La maison était collée à... La maison était l'école, en fait. C'est ce qu'on appelle le groupe scolaire, avec le logement d'un site. Donc vous avez une maman, que vous appelez maman et tout, qui fait des câlins et tout, et puis elle disparaît, elle met sa blouse, elle clenche la porte, et elle est dans sa classe, et moi, aussitôt, je l'appelle madame. Vous deviez l'appeler madame? Ah oui. Pas maman? Non. Vous vouliez pas ou elle voulait pas? Non, c'était comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Encore une fois, c'était l'école de Jules Ferry, même si c'était Jules Ferry quand même très ancêtre. Mais non, la société était différente. Je pense que le métier d'enseignant, c'est compliqué. Hein. Oui, ça a bien changé. Moi, je vais vous parce qu'en fait, le musée de l'éducation a une magnifique classe reconstituée, donc je crois que ça va vous rappeler des souvenirs quand même. Oui, effectivement, je la connaissais, mais j'aime bien la revoir de temps en temps. Elle est belle, hein? Oui, elle est belle. Elle est très, très fidèle, hein. Très fidèle. Ça vous rappelle des souvenirs, c'est ça? C'est comme ça? Les tables brillent encore, hein, parce que je sais plus, c'est le samedi, on devait travailler le samedi matin et on s'occupait de la table. Vous deviez nettoyer votre pupitre? Oui, bien sûr. Vous-même? Oui. Ah ouais? Ben oui, il y avait des cirage spécialisés. Et puis, on quittait les lieux pour le week-end avec une table. Table propre. Voilà. Ah ouais. Bon, on est installé sur les beaux pupitres de... Vous pensez que c'est des pupitres d'époque? Ah oui, absolument. Comment absolument, vous savez, mais comment? Oui, c'était ça. Plus ou moins âgé. Oui, il a l'air plus récent, le bois. Hein. Oui, lui, il a l'air avec très ancien. les encriers. Là, on mettait pas les stylos, les plumes. Les plumes? Les plumes, il n'y a pas de bic. Ah, l'encrier ici? Oui, l'encrier ici, et puis les plumes. Parce qu'il y a des petites traces. Ça, si vous pensez que c'est de l'encre, ça? Oui, absolument. On en voit un petit peu. Hein. Absolument. Mais nous, on était surtout violette. Hein. L'encre était surtout violette. D'ailleurs, on rentrait le soir chez soi avec plus ou moins les mains violettes. C'était la séance de lavage des mains. Alors là, c'était la maman qui officiait, quoi. Hein. C'est pas les instits qui faisaient nettoyer les mains. Pour votre cas, c'était la même. Voilà, alors parfois, ça allait jusqu'au visage parce qu'on se grattait. Enfin, je veux dire, bon, ça, c'est... Est-ce que vous aviez une tenue pour aller à l'école? La blouse? La blouse grise. C'était quoi? C'était l'uniforme? Non, c'était... je vais pas dire la mode, mais enfin, c'était la tenue de l'écolier. Alors, il y avait peut-être aussi des blouses bleues, des blouses différentes. Là, je peux hésiter parce que entre les blouses, par exemple, ma soeur, quand elle était au lycée, elle, c'était des blouses roses. Enfin, donc, je pense qu'il y avait une liberté importante au niveau de l'établissement mais c'était quand même... alors, il y avait des blouses neuves, des blouses anciennes, enfin bon... mais il n'y avait pas, c'était pas... Mais enfin, c'était pas un uniforme. Cependant, comme tout le monde avait à peu près la même chose, c'était tout comme. Voilà, c'était tout comme. Hein. Et les souliers, c'était quoi? Ben, c'était des godasses. Des godasses? C'était quoi C'était des godasses, des cloutés, enfin avec des grands lacets. C'était la chaussure rurale qui permet de. C'était pas des sabots, c'était des. Ah non, c'était pas des sabots. Les sabots, c'était plutôt en Bretagne, peut-être. Hein. Peut-être, oui. Non, nous, c'était des godasses assez épaisses qui permettaient de traverser une cour de ferme. Ah oui. Où c'était pas forcément très, très clean. Non, non, voilà. La ferme. Donc il fallait pas... Voilà, puis... Vous étiez assis où? Moi, j'étais au premier rang. C'est vrai? Ah oui. C'est les bons élèves au premier rang, non? Ben, écoutez, j'ai jamais été premier de ma classe. J'ai toujours été deuxième. Ah, c'était qui le premier? Et c'était une fille la première. Qui s'appelait Colette. Et si je raconte ça, c'est parce que... c'est que vous en parlez dans votre livre de Colette. Oui, c'est un traumatisme. L'éternel deuxième. Oui, l'éternel deuxième, mais plusieurs fois j'ai demandé à ma mère, mais pourquoi je suis deuxième
Mes notes sont très bonnes, c'est vrai que je travaillais bien. Et alors, elle hésitait à me répondre. Et puis finalement, au bout de quelques années seulement, elle m'a dit « Écoute Christian, si on t'avait mis premier avec tes résultats, ça aurait été logique, mais sinon ça aurait fait mauvaise impression. Il a de préférence. Vous savez, bon, ça, les élèves, ils auraient été jaloux? Les élèves s'en foutaient. à peu près, mais c'est vis-à-vis des parents pour pas être des privilégiés. Ah oui. Voilà, donc pour pas qu'on soit favorisé. Ça posait moins de problèmes si le fils de l'instit était deuxième que s'il était premier. Bon, alors pour revenir sur cette classe, oui. Qu'est-ce qui fait vrai? Tout fait vrai? Oui, c'est une fidélité formidable. On a rassemblé tout un tas de choses qui n'étaient pas forcément dans toutes les classes, mais je vois là-bas la statue. La statue, le buste de Marianne? Oui, ça c'est... C'était pas dans toutes les classes, par contre c'était dans toutes les mairies. Ouais. Voilà. Le tableau noir, l'équerre, le compas, je vois pas de craie, mais enfin... c'est tout comme. C'est tout comme. Normalement, s'il y avait des craies, il y avait de la poussière par terre. Hein. Alors il y a quelque chose qui manque là, c'est le poêle au charbon qui permet de chauffer l'école. Mais oui, là. Voilà. Ils n'ont rien oublié. Alors non, parce que ça, c'est une vraie histoire. Le cancre, il fallait l'occuper puisqu'il se foutait complètement de ce qui se passait, quoi. Donc, il était chargé de charger en bois, en bois ou en charbon, le poêle. Voilà. Voilà. Donc on le mettait derrière? Voilà, il était à proximité. De toute façon, il chauffait, il était tranquille. Hein. Au final, c'était pas plus mal d'être le Et alors, c'était un peu bruyant quand même quand c'était le charbon. Et il y avait quelque chose de très particulier, c'est que, vous savez, c'était des boulets de charbon comme ça. Donc nécessairement, il y en avait un ou deux qui tombaient. Et qui faisaient du bruit, qui roulaient à moitié, parce que c'était pas complètement rond. Et là, c'était le fou rire général. Hein. Et donc, est-ce qu'elle écrivait aussi bien? Parce qu'on a vraiment l'écriture... oui, c'est ce qu'on appelle l'écriture anglaise. Hein. Et alors, est-ce que les élèves ils pouvaient écrire au tableau aussi? Ou c'était vraiment réservé à l'institut? Non. Et on était appelés au tableau lorsqu'il y avait besoin. C'est d'autant plus important, c'est qu'on était ridiculisé si on séchait. Ah bon? Oui. L'instit pose une question, vous ne savez pas répondre, ou alors vous répondez et vous faites une erreur, et ceux qui avaient trouvé le résultat, ceux qui savaient, ils se foutaient de celui. Donc c'était pour l'instit une façon de mettre un peu en ordre la maison, c'est-à-dire que l'école, pardon. Et donc on mettait en évidence qu'il y avait des élèves qui étaient pas très sages, qui écoutaient pas beaucoup, et voilà. C'est quoi le pupitre tout seul Je sais pas. Non, ça c'est peut-être je sais pas. Je sais pas. Parce que généralement le puni, on le met pas comme ça sur un piédestal. On le met contre le mur, dans le coin, dans le couloir. Ah, vraiment au coin? Ah ben oui. Ah ouais. Ben oui, mais si vous avez été embêté pendant 1 heure, 2 heures par un enfant et que vous perturbez tout, qu'est-ce qu'on fait? On n'appelle pas les gendarmes, hein, le temps qu'ils viennent, puis de toute façon, donc il faut trouver un endroit pour le calmer. Ouais. Est-ce que ça existait vraiment, le bonnet d'âne? Non. Non? C'est une légende? Non. Oui, ou alors c'est encore plus ancien que les années 50. Non, on n'était pas à ce point-là. Non. Par contre, on remettait des médailles pour les sages, les plus sages. Oui, non, et puis les meilleurs résultats. Ah oui. À la fête de fin d'année, on mettait en évidence ceux qui avaient bien travaillé. Il y avait l'ardoise alors, parce que du coup, votre livre s'appelle Levez vos ardoises. Oui. Ça, c'était courant. Hop, prenez vos ardoises, calcul mental. Oui.
Oui, enfin, là encore, tout le monde faisait du calcul mental avec l'ardoise, plutôt cours moyen, cours élémentaire, même chez les petits préparatoires, etc. C'est l'introduction de mon livre, vous l'avez lu, c'est l'intervention, et c'est là où la Colette lève son ardoise avant tout le monde, et nous, les garçons, on ne se souvient même plus des chiffres qu'il fallait multiplier ou additionner. C'est hyper dur, ça. Oui, ça c'était... Oui, parce que c'est stressant, c'est là on met les enfants en compétition. Ça, c'est dur, surtout en calcul mental. Oui, mais maintenant, je pense que les enfants ne connaissent plus le calcul mental, ou peu. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une classe aujourd'hui pour comparer un petit peu avec comment ça se passait? Non, et puis je ne sais pas si j'ai une envie de faire de la comparaison à ce point. Ouais. Je pense que de toute façon, la disposition déjà des tables, on a modifié tout ça. On travaille en carré, table ouverte, qui sont 4. Oui, en école primaire, maintenant, il y a une topologie scolaire tout à fait différente. Quoi. Parce que moi, c'était vraiment 2 par 2, mais ça peut changer. Mais en primaire, peut-être, oui. Alors, il y avait aussi quelque chose qui appartient à l'histoire d'éducation, c'est que ma mère, le samedi après-midi, faisait couture. Elle rassemblait ses filles scolaires, et les filles de mon père, et elle faisait couture. Alors que ma mère était très mauvaise en couture. Enfin, elle faisait 1 ou 2 points spécifiques, mais elle m'a jamais fait de vêtements. Voilà, c'était pas du tout une manuelle, c'était une mateuse en plus. Pendant que ma mère faisait les cours de couture, mon père emmenait faire du sport, ou alors on allait en forêt. Ah, c'est tellement cliché par contre, les filles à la couture et les garçons au sport. Oui, oui, mais ça c'était l'époque. Les activités des filles, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas les activités des garçons. Oui. Hein. Pardon, je vous ai coupé. Ou alors c'était un garçon manqué. Ce qu'on appelait un garçon manqué, c'est-à-dire qu'il était un peu... C'était les filles un peu plus masculines, on va dire. Voilà. Même cette expression, on ne l'utilise plus aujourd'hui. Ah oui, mais non, mais de toute façon, le vocabulaire français a se dégradé. Non, mais c'est pareil. Mon père rassemblait les garçons pour les cours de gym. Ouais. Et il mouillait sa chemise, hein. Et il faisait vraiment le sport. Lui, il mettait un short. Hein. Ah ouais. Et il nous apprenait à sauter en ciseaux, il nous apprenait à lancer le poids. Enfin, je veux dire, c'était des cours de... L'instit devenait prof de gym. Je pense que maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Il y avait une implication un peu différente, quoi. Et puis, il y avait la fameuse différence où, quand on arrivait... C'est le début de mon livre où il y avait l'instruction civique, hein. Et puis la morale. C'est quoi la morale alors? Qu'est-ce qu'on apprenait? La morale, c'est de respecter la République, c'est de savoir aussi, alors ça c'est plutôt instruction civique, c'est quoi un président de la République, c'est quoi un préfet, c'est quoi un sénateur. Voilà, la morale c'était... tu seras gentil avec les autres, tu respecteras. L'autre morale, c'était monsieur le curé qui l'enseignait, enfin la morale religieuse, quoi. Ça, c'était pas tous les matins, quand même. Non, mais il y avait bien 10 minutes tous les 2 ou 3 jours. Hein. Et le curé, parfois, il venait à l'école? Non, il venait à la fête de l'école. À la fête de l'école, en fin d'année, l'instituteur l'invitait. Il venait aussi, alors il y avait la cérémonie du monument aux morts. Chers visiteurs, merci de ne pas vous asseoir sur les bureaux des pupitres. Il devait y avoir des caméras. Ouais. Oui, voilà. Une autre cérémonie aussi qui était mi-républicaine et puis religieuse, conjointe, c'était le 11 novembre.
Après la commémoration. Parce qu'au milieu du village trônait le monument avec les noms des personnes qui étaient décédées. Des héros de guerre. Et là, on chantait. Et il y avait, alors, la cérémonie religieuse était aussi imbriquée. Il y avait toujours une part de religion à cette époque. Ah ben oui. L'église, on allait, enfin, pas tous, mais on allait fortement à l'église. Mais il n'y avait pas d'autres religions dans le village? Non. Non, les protestants, les autres religions, d'abord, elles étaient sûrement moins fortes, et ils étaient en ville. Non, là, tout le monde était ou catholique ou laïque, ce qui n'est pas une religion, évidemment. Et même quand on est laïque, à cette époque-là, on fait l'éducation religieuse. Oui. On a la présence du curé. Oui. Moi, j'ai été enfant de chœur. C'est tout à fait curieux que mon père et ma mère étant très laïques, et vraiment arc-boutés sur la laïcité, eh bien, quand probablement, les parents pensaient que ça faisait partie de la culture. D'accord. La culture religieuse, même si on n'est pas catholique. Alors, ça avait posé plusieurs problèmes parce que j'étais deuxième à l'école et j'étais premier au catéchisme. Est-ce que quand vous pensez à l'école aujourd'hui, elle a une odeur, l'école? Oui, je pense qu'elle a une odeur de... Par exemple, le poêle, ça développe une odeur de chauffage, de charbon. Je pense que les enfants qui arrivent des fermes ont une autre odeur que ceux qui sont dans le périmètre du centre, parce qu'il y a des animaux, parce qu'ils ont marché, voilà, donc... Vous, c'est l'odeur du poêle. Oui, l'odeur, et puis la ventilation n'était pas... voilà, non, mais je veux dire, les notions de confort, autant maintenant c'est important, sinon il y a les parents, les fédérations de parents d'élèves qui tombent tout de suite sur le maire, la cite, en disant voilà. Et dans le livre, vous évoquez un bégaiement, vous, quand vous étiez jeune. Oui. C'est quoi, à l'école J'avais des difficultés, je butais sur une partie des mots. Ouais. J'ai aussi eu des difficultés assez longtemps après, mais des toutes petites, qui ne m'ont pas du tout empêché, je m'en suis guéri, si je peux dire, dans mes différents métiers, où quand j'ai fait de l'enseignement, c'est devenu fluide. Pourquoi ce livre? Pourquoi ces livres? Parce que combien vous avez écrit de livres? J'en suis, je ne sais plus, à 10, 11, 12, je ne sais 10, pas. 11, 12. Entre ceux qui ont été écrits et fabriqués, parce que je fabrique les livres. C'est-à-dire que je suis, pas me vanter, mais je suis capable de l'écrire, de le mettre en page. D'éditer. Et d'éditer. Alors, au total, oui, j'ai écrit donc 8-9 livres. Nous sommes des millions et très nombreux à écrire. Ça ne veut pas dire à être édité, ça ne veut pas dire de faire des livres. Mais par exemple, les femmes écrivent beaucoup plus que nous. Elles écrivent leurs amours sur un cahier perso, planqué. Un journal intime. Un journal intime. Et donc, à 70 ans, j'en ai 2 ou 3 qui m'ont demandé « Ah, Christian, vous, Monsieur Becquet, est-ce que j'ai appris que vous écriviez des livres et que vous pouviez m'aider, etc. » Donc, c'est très intéressant. Donc, s'il y en a qui veulent écrire un livre, il faut vous appeler. Non, c'est bon. Si, c'est bon. On lance l'entreprise, là. Hein. Alors, donc, voilà. Comment On lance votre entreprise d'édition, votre maison d'édition. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi je me suis mis à l'écriture. D'abord parce que je voulais rendre hommage à mes parents. À la fois eux, mais aussi les métiers. Parce que c'est un très beau métier d'être enseignant.
Bon, et si on en manque, c'est parce qu'on n'a pas su les maintenir socialement et les respecter socialement plus longtemps. Hein. Et donc, Et puis alors, autre phénomène, c'est que je me rendais compte que j'avais du mal à retrouver des souvenirs d'enfance. J'ai décidé d'écrire quand je suis parti en retraite, et je me suis aperçu que les souvenirs qui me manquaient revenaient au fil de l'écriture. Ah, c'est vrai? En gros, c'était comme une pelote de laine. Vous prenez l'extrémité et vous tirez, et là, il y a plein de choses qui reviennent. C'est pour ça que ce livre, pour les seniors, il est intéressant parce qu'il permet justement de remonter le temps. Voilà. Oui, et à côté de ça, j'ai d'autres livres qui n'ont rien à voir. Hein. Ouais. Bah, si vous voulez, on mettra tout en détail, on mettra le nom de vos livres, etc. Oui, en particulier pour les jeunes là, qui écoutent. Pour les jeunes je fais de la fiction aussi. J'ai fait un livre sur la disparition d'Internet. Aïe. Mais pas une demi-journée, des mois. Et je raconte comment je vois la société française sans Internet. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Tout le dysfonctionnement social, économique, enseignant et tout. C'est dur à imaginer. Et puis, quelle est la population qui souffre le plus? Ça, je pense qu'on est hors sujet, mais enfin, c'est pas grave. Si Internet disparaît, quelle est la population qui va souffrir le plus? Les ados. Bien sûr. Bien sûr. Pour finir, j'aimerais bien faire un petit jeu avec vous, Christian. Ah, chic, alors on va jouer. Est-ce que vous connaissez le jeu Tu préfères? Comme... Je me demande s'il n'y a pas une émission. Si le matin, il y a des interviews qui commencent par ça. C'est possible. Il n'y a rien d'original là-dedans. Salamé, je crois qu'elle fait ça. Ah, c'est vrai? Oui. Bah, on l'embrasse. Non, mais oui, on l'embrasse. Alors, je vous dis deux choix, vous me dites ce que vous préférez. Oui. Dictionnaire ou Wikipédia? Ah bah, Wikipédia. Wikipédia, dictionnaire, je ne sais pas s'il y en a encore. Le dictionnaire, c'était le cadeau quand on obtenait le certificat d'études. Ah ouais? Maintenant... La mairie offrait. Ah ben oui, mais c'était années 50, 60. Hein. Cabine téléphonique ou smartphone? Attendez, reformuler la question. C'est ce que j'aime ou c'est ce que je préfère? C'est ça, j'aime ou je préfère? C'est ce que vous préférez. Parce que c'est utile le smartphone, mais je regrette la cabine téléphonique qu'on cherchait partout. C'était quand même bien plus compliqué avec les cabines, non? Pour les rendez-vous. Oui, mais les rendez-vous amoureux dans une cabine, c'était bien aussi. Dans une cabine? Oui, les ados, oui. Mais quand il pleut, bon, enfin non. Allons pas trop loin, ça. Ah bon, on peut, on est ouvert. Hein. Non, mais ado, hein. Oui. En tout honneur. Hein. En tout honneur. Non. Vous connaissez TikTok? Bien sûr. Télé ou TikTok? Non, télé. Est-ce que vous avez déjà regardé TikTok? Ah bah oui, j'ai un compte. Vous avez un compte TikTok? Bah oui. Bon alors. Mais oui, mais attendez, moi, c'est vrai que je suis âgé, oui. Mais j'ai eu une maman très moderne. Très moderne. Donc sur TikTok, je vous identifie alors? Je mets votre nom sur la vidéo? Bah oui, si vous voulez. Ouais? Ah bah oui. Mais de toute façon, vous avez vu que j'étais sur les médias. Oui, bien sûr. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors on se moque de moi parfois là-dessus en disant ouais, écoute, à ton âge, qu'est-ce que tu fous là? Oh, vous avez bien raison. Mais non, mais quand on veut faire connaître ses livres, on est obligé. Hein. Vous avez raison. On est obligé. La craie ou le feutre Velleda? Velleda, je connais pas. Ah, le marqueur. Bah, en fait, quand on est passé l'ardoise, comment on dit? Ouais, c'est... L'ardoise qui s'efface. Le feutre, oui, voilà. Donc la craie ou le feutre qui s'efface? Ah, le feutre qui s'efface, la craie, oui, non. Il n'y a plus de poussière comme ça. Il n'y a plus de poussière. Plus de poussière. Puis enfin, à un moment donné, ça descend, c'est tout petit, puis on cherche. Et le bruit de la craie neuve. Ça. Ça, c'est dur. Ensuite, donc le feutre. Le bic ou la plume?
Ah, ça, c'est une bonne question parce que j'ai encore sur mon bureau des cadeaux, au moins 2 ou 3, de stylos à plumes qui décorent maintenant. Oui. Donc, dur d'écrire avec encore aujourd'hui. Oui, bien que ça soit maintenant quand même sérieusement perfectionné, mais bon. De toute façon, on n'écrit plus. Non. Et bah, cahier ou ordinateur? Ah! Il y a des poèmes que j'écris sur un cahier, sinon c'est ordinateur. Un peu des deux alors. Ouais, mais plus quand même l'ordinateur. L'éducation avec des petites claques ou sans claques? Sans claque, bien sûr. On peut? Oui. Oui. Pas sous réserve, mais presque, que les parents font leur métier de parents et aussi font attention, parce que si on veut que ce soit les enseignants qui éduquent, ben là il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui serre un petit peu la vis à celui qui a du mal à rester dans les clous. Dans les clous, voilà. L'école de Jules Ferry ou l'école Montessori? Non, Jules Ferry. Jules Ferry? Oui. Elle existe toujours, l'école de Jules Ferry? L'esprit, j'espère. C'est pareil, je suis pour pas le costume, mais l'uniforme. L'uniforme? Ah oui. Oui. Tout le monde pareil? Oui, pour écraser les classes sociales. Bah, c'est encore en discussion, hein. Oui, mais ça... Éternel débat. Plutôt se lever quand l'instituteur arrive ou tutoyer son professeur? J'ai dit Jules Ferry, c'est la première. L'autre, ça fait partie de la dégradation du métier d'enseignant. Ouais, je reviens sur ce sujet-là, mais c'est important. C'est important. Merci. J'arrête de vous embêter avec mes jeux. Mais merci à vous trois. J'ai gardé un bon souvenir. C'est plus costaud que je pensais. On est des professionnels. Oui, non, c'est bien. J'espère que vous allez sortir en vitrine de votre activité. Merci beaucoup. Merci. Bon, en tout cas, nous, on a été ravis de connaître votre vie et d'en savoir un peu plus sur l'école. Et on lit le livre. Vous pouvez le montrer à la caméra? Ici.